Le samedi matin se lève doucement sur Bordeaux, avec cette lumière pâle qui glisse entre les façades en pierre blonde. Dans l'appartement du 4e étage, rue Porte-Dijeau, un réveil vibre à 7 heures précises. Hugo ouvre les yeux avant qu'il ne sonne vraiment. C'est l'habitude, ou peu, être la liste de choses à faire qu'il a déjà réveillées. Présentation pour les investisseurs, dossiers en retard, mails non lus, décisions à prendre pour la 50aine de salariés qui attendent de lui des réponses. Sauf qu'aujourd'hui, quelque chose détonne dans ce programme bien huilé. Une petite tête boucle en fin de lit émerge de sous la couette d'à côté, dans la chambre voisine, et une voix légèrement éraillée lance. « Papa, on va au parc aujourd'hui, hein? Tu as promis. » Hugo ferme un instant les yeux. Il se souvient très bien de cette promesse, arrachée 2 jours plus tôt au milieu d'un coup de fil avec un fonds d'investissement. « Samedi matin, c'est pour nous, d'accord? On ira au jardin public, peu importe les réunions. » Il se redresse, passe une main dans ses cheveux bruns en désordre, inspire profondément. « Oui, Zoé, on va au parc, » répond-il en entrant dans sa chambre. Zoé a 6 ans, des boucles brunes qui lui mangent le visage et de grands yeux noisettes qui ont hérité de tout, sauf de la patience. Elle agrippe déjà son doudou lapin, vieux et un peu élimé. Avec le bateau sur le lac, et le bac à sable, et la balançoire, et la glace à la fraise, Hugo sourit malgré la fatigue. On verra. Une chose à la fois. D'abord on s'habille, ensuite on prend le petit déjeuner, et après on conquérera le monde. Zoé lève les bras comme une super-héroïne. Je suis prête à conquérir le monde. Il rit, mais au fond de lui, une inquiétude sourde le ronge. Hugo Martin a 38 ans. Il est PDG et cofondateur de Green Nest, une start-up spécialisée dans les solutions énergétiques durables pour les immeubles et bureaux. À Bordeaux, dans le microcosme tech, on prononce son nom avec un mélange de respect et de curiosité. On dit de lui qu'il est brillant, visionnaire, qu'il ne lâche jamais rien. On ne parle pas beaucoup du fait qu'il est aussi père célibataire. Sa séparation avec Élodie, la mère de Zoé, remonte à 2 ans. Une histoire usée par les horaires décalés, les voyages professionnels, les frustrations silencieuses. Un jour, Élodie a annoncé qu'elle partait à Montréal pour un poste qu'elle rêvait d'accepter depuis toujours. Hugo n'a pas essayé de la retenir. Il était épuisé, elle aussi. Ils ont trouvé un accord. Zoé vivrait principalement avec lui et passerait des vacances avec sa mère. Depuis, Hugo jongle. Entre les réunions et les réunions parents-prof. Entre les levées de fonds et les goûters d'anniversaire. Entre les bilans trimestriels et les cauchemars de sa fille, les nuits où elle murmure « Maman » dans son sommeil. Il a l'impression de rater une chose à chaque fois qu'il en réussit une autre. Ce samedi matin, pourtant, il a décidé. Pas de travail jusqu'à midi. Le téléphone restera dans la poche. Il sera juste papa. Du moins, c'est ce qu'il croit. À l'autre bout de la ville, dans un immeuble plus modeste du côté de Saint-Michel, un autre réveil sonne beaucoup plus fort. Cette fois, c'est une main qui s'abat dessus sans la moindre douceur. « Jules, debout mon cœur. On a promis d'être au parc tôt, tu te souviens ?» Camille tire doucement le rideau. La lumière grise du matin envahit la petite chambre où un garçon de 7 ans se retourne en grognant. « Encore 5 minutes. C'est ce que tu m'as dit hier quand il fallait faire tes devoirs. Et on sait comment ça a fini, taquine TL. » Jules ouvre un œil, puis l'autre. Il a les cheveux châtains en bataille, le visage encore rond de l'enfance, et ces mêmes yeux noisettes que sa mère, mais chez lui, il semble plus souvent curieux qu'inquiet. « On va au jardin public? Avec les canards? » « Oui. Et si on est bien organisé, on passera aussi à la boulangerie pour des chocolatines. »« Des pains au chocolat, tu veux dire ?» corrige Jules avec un sourire malicieux. Camille roule des yeux. « Traître !» Elle se lève, étire son dos endolori. À 34 ans, Camille Leroy est institutrice en CP dans une école primaire du quartier. Elle aime son travail. Les petites mains levées, les progrès dans l'écriture, les maîtresses enthousiastes.
Elle aime un peu moins les réunions avec certains parents bien trop critiques, les piles de cahiers à corriger et son salaire qui semble s'évaporer avant la fin du mois. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est Jules, son fils, son miracle inattendu, arrivé d'une relation qui n'a pas résisté au choc de la réalité. Le père de Jules est parti quand celui-ci avait 3 mois. Trop jeune, trop peur, trop d'excuses. Camille ne s'étend plus sur le sujet. Elle a appris à faire seule, à jongler entre l'école, les heures de préparation, les nuits blanches, les fins de mois serrés. Elle ne se plaint presque jamais, mais la fatigue laisse parfois des traces dans son regard. Ce matin, pourtant, elle a décidé d'oublier les cahiers, les copies à corriger, les factures. Jules n'arrête pas de lui parler d'un camarade de classe qui a fêté son anniversaire au parc. Il veut y retourner avec elle. Juste tous les deux. Alors ce sera tous les deux. Comme souvent, comme presque toujours. Elle prépare un thermos de café, quelques biscuits dans une petite boîte, glisse un carnet de dessin et des crayons de couleur dans son sac à dos, juste au cas où Jules voudrait s'asseoir un moment. Elle ne sait pas encore qu'elle glisse en même temps une porte entr'ouverte vers une vie qu'elle n'osait plus espérer. Le jardin public de Bordeaux s'étire comme une oasis au cœur de la ville. Les allées de gravier, les pelouses, le petit lac avec son pont, le kiosque, les arbres centenaires. Tout respire une forme de tranquillité dont les parents de jeunes enfants ne profitent qu'à moitié. Hugo et Zoé arrivent vers 9h30. L'air est frais, mais la pluie de la veille a laissé place à une lumière claire qui promet une belle matinée. « Regarde, papa, les fleurs !» s'exclame Zoé en courant presque, doudou lapin dans une main, l'autre agrippant la manche de son père. « Doucement, championne !» rappelle Hugo. « Tu glisses, là. » Zoé souffre justement d'une petite fragilité au niveau de la cheville depuis une chute à la crèche. Rien de grave, mais Hugo a toujours peur qu'elle se fasse mal. Il la surveille de loin, d'un œil tendu, l'autre attiré par les vibrations de son téléphone dans sa poche. Juste vérifier qui c'est. Une seconde. Après, j'arrête. Il jette un coup d'œil rapide. Jean, investisseur UK. On a besoin de ta validation sur les chiffres pour lundi. Tu peux regarder? Hugo range immédiatement le téléphone. Pas maintenant. Pas ce matin. Zoé, elle, a repéré l'aire de jeu. Une structure en bois, des toboggans, des cordes à grimper, une balançoire qui grince. Elle tire son père presque malgré elle. « Viens, papa. Tu viens me pousser ?»« J'arrive, j'arrive. » Au même moment, par une autre entrée du parc, Camille et Jules traversent l'allée principale. « On commence par quoi ?» demande Jules, déjà en train de scanner les environs. « Ce que tu veux. C'est ta matinée. » Il réfléchit 2 secondes, puis se tourne vers elle avec un sourire carnassier. « Balançoire. Et tu pousses super fort. Pas trop fort, ou tu vas finir sur la lune, » répond-elle. Jules rit, attrape la main de sa mère. Ils se dirigent vers la même aire de jeu. C'est là que tout commence. Pas dans une lumière divine, ni dans un ralenti de film romantique. Juste dans un coin de bac à sable, avec trop de bruit, des cris d'enfants et 2 adultes qui n'ont pas prévu que leur journée changerait de trajectoire. Zoé s'est déjà approprié une place sur la balançoire. Hugo la pousse doucement. « Plus haut, plus haut. Si je te pousse plus, tu vas passer par-dessus les arbres, » plaisantait-il. Une petite silhouette s'approche, un seau et une pelle à la main. Jules. Il jette un coup d'œil à la balançoire occupée, puis au bac à sable où un bébé bave joyeusement sur un râteau. Son regard se pose sur Zoé, qui rit aux éclats. Camille arrive derrière lui, un peu essoufflée. « Tu peux aller dire bonjour si tu veux », suggère TL. Jules n'a pas besoin d'être invité 2 fois. Il s'avance, hésite une demi-seconde, puis lance. « Tu viens faire un château de sable ?» Zoé freine la balançoire avec ses pieds. Elle regarde Jules puis son père. « Je peux, papa ?»« Bien sûr, » répond Hugo. « Fais attention à ta cheville, d'accord ?» Elle acquiesce, déjà captivée par la pelle jaune. Jules l'entraîne vers le bac à sable. « Moi c'est Jules. Et toi ?»« Zoé. J'ai 6 ans. Moi j'en ai 7. »
Je peux creuser plus profond que toi. Même pas vrai, rétorque TL, déjà prête à relever le défi. Ils s'installent côte à côte, concentrés, leur monde se réduisant à des fossés, des tours et des murs fragiles qui s'écroulent sous la moindre impulsion. Camille s'approche du banc le plus proche. Elle s'appuie sur le dossier, regarde autour d'elle. Son regard croise celui d'Hugo pour la première fois. Un homme, la trentaine bien entamée, jeans, baskets, manteau sombre, visage tiré mais beau d'une manière simple. Pas le genre de beauté lisse des magazines, plutôt celle d'un adulte qui a vécu trop vite, qui a couru trop longtemps. Elle remarque d'abord ses yeux, clairs, mais fatigués. Et ce téléphone qu'il sort, qu'il regarde, qu'il range, comme s'il était aimanté. Encore un père qui passe plus de temps sur son écran qu'avec son enfant, pense-t-elle, elle, avant même de s'en rendre compte. Elle se surprend à juger, elle qui déteste quand on la juge. Hugo, de son côté, la remarque aussi. Une femme aux cheveux châtains attachés en queue de cheval un peu défaite, un manteau couleur camel, un jean, des baskets usées, une allure simple, sans fioriture. Il ne saurait pas dire ce qui attire son regard en premier. Peut être la façon dont elle observe Jules avec une attention tendre mais tranquille. Pas une attention inquiète comme la sienne, plutôt une présence stable. Il détourne les yeux, gêné d'avoir fixé un peu trop longtemps. Le hasard, ou quelque chose qui y ressemble, commence à se mettre en place. Tout se déroule bien pendant un moment. Les enfants jouent, creusent, échangent les jouets, se disputent une pelle, se réconcilient aussitôt. Puis Zoé repère un autre trésor, un toboggan un peu plus loin, légèrement plus haut que les autres. « Regarde, Jules, on fait la course ?» « D'accord. » Sans prévenir, il se lève, abandonne le bac à sable. C'est à ce moment-là que le téléphone de Hugo vibre à nouveau. Un appel. Jean, investisseur UK. Il hésite. Le matin était censé être sacré. Mais s'il ne décroche pas, il sait déjà que les mails s'accumuleront, que les questions resteront en suspens, que le week-end sera pollué. Zoé, appelle-t-il. Pas de réponse. Il la cherche du regard. Il la voit, avec Jules, qui file vers le toboggan. « Ne bougez pas de là-bas, d'accord ?» crie-t-il. « Je reviens dans une minute. »« D'accord » hurle Zoé, déjà à mi-chemin. Il répond. « Oui, Jean ?» Pendant ce temps, Camille, assise sur le banc, sort son thermos pour boire une gorgée de café. Elle observe Jules et Zoé qui grimpent sur la structure. Tout va bien. Jusqu'au moment où Zoé, trop pressée, glisse mal et loupe la dernière marche avant le toboggan. Sa cheville se tord. Elle tombe sur le côté, un cri aigu déchirant l'air. Aïe! Camille se lève d'un bond. Jules se fige, les yeux écarquillés. Zoé, Hugo, lui, a tourné le dos pour mieux entendre son interlocuteur. Il n'a pas encore entendu le cri. Camille traverse l'aire de jeu en quelques secondes. Elle s'accroupit auprès de Zoé. « Est-ce que tu peux bouger ta jambe ?» demande-t-elle, elle d'une voix calme. Zoé pleure, secouée. « Ça fait mal. » Jules panique. « Je savais qu'il ne fallait pas courir si vite. »« Ce n'est pas ta faute, Jules. » le rassure Camille sans même tourner la tête. Elle examine rapidement la cheville de Zoé. Pas de déformation évidente, mais la douleur semble réelle. Hugo, enfin, se retourne. Il voit la petite foule de parents qui se resserrent, entend les sanglots de sa fille. Son cœur se bloque. Il raccroche sans même dire au revoir. « Zoé !» Il court jusqu'à elle, le visage livide. « Papa !» sanglote-t-elle. Camille se redresse à moitié, laissant la place. « Elle est tombée en montant sur le toboggan », explique-t-elle. Sa cheville a dû se tordre. Hugo la regarde une seconde, puis se concentre sur Zoé. « Respire, ma puce. Je suis là. » Il touche doucement la cheville. Zoé grimace. « Aïe. On peut l'asseoir sur le banc pour voir si ça passe ?» propose Camille. « Je suis maîtresse, pas médecin. Mais pour l'instant, ça ne semble pas cassé. Juste une mauvaise torsion. » Le mot maîtresse surprend Hugo. Il hoche la tête. « Oui, merci. » Il porte Zoé dans ses bras jusqu'au banc. Camille marche à côté. Jules dans son sillage,
les mains tremblantes de culpabilité. « Pardon, murmure-t-il. Zoé secoue la tête entre deux sanglots. « C'est pas ta faute. » Hugo pose sa fille sur le banc. Il sent le regard de Camille sur lui, ce mélange de compassion et de jugement qu'il croit deviner. « J'aurais dû faire plus attention. » Lâcheté, il avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit. J'étais au téléphone. Camille hésite. Elle pourrait dire « Oui, vous auriez dû ». Mais quelque chose dans sa posture, dans la manière dont il serre les lèvres, l'en empêche. « Ça arrive », répond-elle simplement. « Vous êtes là maintenant. C'est ce qui compte. » Hugo relève les yeux vers elle, surpris par cette indulgence. Il remarque le thermos à ses pieds, la petite tache d'encre sur sa manche, les cernes délicats sous ses yeux. « Je m'appelle Camille », ajoute-t-elle, comme s'ils étaient au milieu d'une soirée mondaine et non d'une mini-crise sur un banc de parc. Et voici Jules. Jules fait un petit signe de la main, toujours bouleversé. « Hugo, dit-il. Et Zoé. On est dans la même classe, s'exclame tout à coup Jules en se tournant vers Zoé. CP, B. Oui, renifle Zoé. Mais toi tu t'assois près de la fenêtre. Camille sourit. Le monde est petit. Hugo fronce les sourcils. Vous êtes leur maîtresse, complète Camille. Enfin, pas exactement. Je suis la maîtresse du CPB. Zoé acquiesce vigoureusement. C'est ma maîtresse. Elle se tourne vers son père. C'est la maîtresse qui fait des dessins sur le tableau. Hugo a l'air encore plus désarçonné. Oh, d'accord. Enchanté, alors. Il a le sentiment d'être tombé dans une scène qu'il ne maîtrise pas du tout. Sa fille blessée, son interlocuteur professionnel oublié, la maîtresse de sa fille en jeans et baskets devant lui, dans un parc où il s'était promis d'être un père parfait pendant quelques heures. Et pourtant, malgré la panique, quelque chose en lui se détend un peu. Être parce qu'il n'est plus seul à gérer. Être parce que le regard de Camille ne ressemble pas à ceux des investisseurs, ni à celui de son ex-femme quand elle lui reprochait ses absences. Un autre type de rencontre est en train de se jouer, sous ses yeux, sans qu'il le comprenne encore. La cheville de Zoé, finalement, n'est qu'une entorse légère. Hugo, par excès de prudence, l'emmène quand même chez le médecin de garde après avoir quitté le parc, sous le regard rassurant de Camille. Jules insiste pour donner son doudou secondaire, un petit dragon en tissu, à Zoé, pour qu'elle ait moins mal. Elle le garde serré contre elle tout le reste de la journée. 2 jours plus tard, quand Hugo vient chercher Zoé à l'école, il croise Camille dans le couloir. Elle discute avec un petit groupe de parents. À sa vue, elle sourit. « Comment va la cheville ?» demande-t-elle. « Mieux, » répond Hugo. « Juste une entorse, comme vous l'aviez dit. » Elle boitille un peu pour la forme, mais elle profite des câlins supplémentaires. Camille rit. Les enfants ont un talent pour exploiter les situations. Zoé se jette dans ses bras. « Maîtresse, regarde, j'ai le dragon !» Le dragon de Jules est accroché à son sac. Camille le reconnaît. « Jules m'a demandé 5 fois s'il pouvait le récupérer, » confie-t-elle. « Mais je lui ai dit que pour l'instant, il était en mission de soutien psychologique. » Zoé, déjà, regarde les 2 adultes avec un petit air curieux. Elle ne les a jamais vus parler ainsi. Elle sent, avec l'intuition propre aux enfants, qu'il se passe quelque chose de différent. Les jours suivants, les coïncidences se multiplient. Hugo découvre que l'école prépare une semaine spéciale sur le thème de l'écologie. La directrice, qui connaît vaguement Green Nest, lui demande s'il accepterait de venir expliquer son travail aux enfants. « Vous pourriez parler d'énergie, de panneaux solaires, ce genre de choses, propose-t-elle. Ça les intéresse de savoir ce qu'on peut faire pour la planète. » Hugo hésite. Les présentations devant des investisseurs, il maîtrise. Devant une classe de CP, c'est une autre histoire. Mais il voit les yeux de Zoé s'illuminer quand la directrice le mentionne. « Mon papa, il sait tout sur l'électricité verte. » Se vantait-elle déjà auprès d'une amie. Alors il accepte. Le jour venu, il se retrouve devant une vingtaine d'enfants assis en tailleur. Parmi eux,
Zoé et Jules, côte à côte. Et, au fond de la classe, Camille, qui l'observe avec une curiosité amusée. « Bonjour, je m'appelle Hugo », commence-t-il, un peu raide. Je travaille dans une entreprise qui essaie d'aider les bâtiments à utiliser moins d'énergie et de l'énergie plus propre. N3, toi. Un petit garçon lève la main. Ça veut dire que vous êtes électricien? Les enfants rient. Hugo aussi, malgré lui. Non, pas exactement. Mais on travaille avec des électriciens, oui. On installe des systèmes pour que les immeubles consomment moins et polluent moins. Il sort quelques images préparées à la hâte. Des panneaux solaires, des immeubles avec des toits végétalisés. Un dessin, fait par Zoé la veille, où lui est représenté comme un super-héros avec un panneau solaire sur le torse. Les questions fusent, naïves, parfois déconcertantes. Est-ce que les panneaux solaires marchent la nuit? Est-ce que votre travail sauve les animaux? Est-ce que vous êtes riche? Demande un gamin sans filtre. La classe éclate de rire. Hugo aussi, un peu gêné. Je vis bien, répond-il honnêtement. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'on essaie de faire quelque chose d'utile. Il jette un coup d'œil à Camille. Elle hoche la tête imperceptiblement, comme pour lui dire « C'est bien, continue comme ça ». À la fin de la séance, les enfants l'applaudissent à leur manière, bruyamment, en désordre. Zoé est rayonnante. Jules vient le voir. « C'était trop bien, monsieur. Tu peux m'appeler Hugo, répond-il. Hugo, tu peux dire à ma maman d'acheter des panneaux solaires aussi? Camille arrive derrière lui, les joues légèrement rosies. On en parlera, Jules. Hugo quitte la classe avec un étrange sentiment, une fierté différente de celle qu'il ressent après un bon pitch. Quelque chose de plus simple, de plus immédiat. La sensation d'avoir été utile, à la fois comme PDG et comme père. Les semaines s'enchaînent. Hugo croise de plus en plus souvent Camille, à la sortie de l'école, au marché le dimanche, parfois même dans le tram. À force, ils finissent par s'asseoir ensemble sur le banc devant l'école, en attendant les enfants. Ils parlent de tout et de rien. De l'école, bien sûr. Des enfants. Des devoirs à la maison. Des parents trop exigeants. Des réformes incompréhensibles. Puis, peu à peu, la conversation s'élargit. « Comment c'est de diriger une entreprise ?» demande Camille un soir. Ils attendent tous les deux sous une pluie légère. Les parapluies colorés des enfants forment une petite jungle de tissus. « Épuisant », répond Hugo. « Parfois excitant, parfois terrifiant. On a toujours l'impression de ne pas en faire assez. »« Ça me rappelle quelque chose », rétorque-t-elle. « On a juste de plus petites chaises. » Il rit. « Et, dans ton cas, des parents derrière. Parfois, ça doit être pire que des investisseurs. » Elle soupire. « Tu n'imagines même pas. » Un jour, ils se retrouvent à nouveau au jardin public par hasard. Zoé et Jules se jettent l'un sur l'autre comme des amis de longue date. « On peut jouer ensemble ?» demandent-ils en chœur. « Bien sûr », répondent Camille et Hugo presque en même temps. Ils s'installent sur le même banc qu'au jour de la chute. La cheville de Zoé va bien, mais l'épisode a laissé une trace. Zoé est plus prudente depuis, confie Hugo. Elle regarde toujours où elle met les pieds. Les enfants apprennent vite, parfois trop vite, répond Camille. Jules a arrêté de demander à voir son père après la 3e fois où il n'est pas venu. Elle n'avait pas prévu de dire ça. Les mots lui ont échappé. Hugo tourne la tête vers elle. Il n'est pas dans le coin? Elle secoue la tête. Il est parti quand Jules était bébé. Il envoie parfois un message pour Noël. Mais Jules ne le connaît pas vraiment. « Je suis désolé », dit Hugo. « Ce n'est pas une formule vide. Il le pense vraiment. Ce n'est pas de ta faute, sourit-elle, un peu amère. Au moins, un de nous deux était prêt à être parent. Ils restent un moment en silence. Les enfants courent, reviennent, réclament de l'eau, repartent. « Et toi ?» demande finalement Camille. « Zoé m'a dit que sa maman est loin dans un pays froid. » Hugo soupire. Elle vit à Montréal. On s'est séparés il y a 2 ans. Elle a voulu cette expatriation. C'était son rêve. Moi,
je ne pouvais pas quitter Green Nest. Et je n'ai pas voulu me battre pour la retenir, je crois. Ça doit être dur pour Zoé. Oui, je vois bien que c'est compliqué pour elle de comprendre. Je fais ce que je peux, mais... Il s'interrompt. Il allait dire « Mais je ne suis pas sûr d'être suffisant ». Il garde cette phrase pour lui. Camille le regarde, la tête légèrement penchée. « Tu sais, Hugo », elle hésite, puis se corrige. « Pardon, vous savez. Tu peux me tutoyer », dit-il doucement. « Après, on a survécu ensemble à une crise de toboggan, on est presque des vétérans du champ de bataille. » Elle rit, surprise par la plaisanterie. « D'accord. Tu sais, Hugo, on n'a pas besoin d'être parfait pour être un bon parent. Juste, présent. Autant qu'on peut. » Il laisse ces mots se déposer en lui comme une petite vérité inconfortable. Au fil des semaines, les rencontres au parc deviennent presque un rituel, parfois planifié, parfois parfaitement fortuit. Les enfants en sont ravis. « On va voir Jules ?» demande Zoé. « On va voir Zoé ?» demande Jules. Un jour, Zoé lance, en dessinant dans le sable, « On est presque frères et sœurs, hein ?» Jules réfléchit. « Peut, être pas. Mais on peut être une équipe. »« D'accord, » approuve-t-elle, elle très sérieusement. Les enfants créent un langage commun, fait de secrets, de codes, de parcours imaginaires. Les adultes, eux, inventent une autre forme de complicité, plus hésitante, plus consciente. Hugo commence à attendre ces moments avec une impatience qu'il ne s'explique pas tout de suite. Une fois, après que les enfants ont couru derrière un ballon un peu trop loin, ils reviennent main dans la main, haletants. « Maîtresse, papa, on a décidé que, » commence Zoé, « quand on sera grand, on fera un parc où les parents n'auront pas le droit de téléphoner, » poursuit Jules. Camille étouffe un rire. Elle jette un regard à Hugo. Il se sent rougir légèrement. « On peut déjà essayer de le faire aujourd'hui, ce parc, » dit-il en sortant son téléphone de sa poche pour l'éteindre. « Au moins pour 1 heure. » Camille l'imite. Les enfants sourient, satisfaits. C'est un détail minuscule, mais pour Hugo, c'est un pas énorme. Un pas vers un espace où il n'est pas juste PDG. Où il est Hugo, où il est papa. Et peut être, un peu, un homme qu'une femme regarde autrement que comme un professionnel pressé. Mais les histoires qui guérissent ne sont jamais des lignes droites. Il y a toujours un moment où tout vacille. Pour Hugo, ce moment arrive en janvier, quand l'hiver alourdit le ciel de Bordeaux et que la fatigue se lit sur tous les visages. Un matin, il reçoit un mail dont l'objet le fait tressaillir. Objet, proposition ferme, rachat partiel de Green Nest. Le fonds d'investissement anglais avec lequel il discute depuis des mois propose enfin quelque chose de concret. Une entrée massive au capital, une expansion accélérée, l'ouverture de bureaux à Londres et à Paris, la promesse d'une valorisation qui donnerait le vertige à n'importe quel entrepreneur. Une seule condition. Hugo doit s'engager à passer au moins 2 ans à Paris ou Londres pour piloter la croissance. Pas question de diriger tout ça, à distance depuis Bordeaux. Les réunions s'enchaînent. Les conseillers financiers parlent d'occasions uniques. Le cofondateur de Green Nest, Antoine, insiste sur l'importance de ne pas laisser passer cette chance. Le soir, Hugo rentre chez lui vidé, la tête saturée de chiffres et de scénarios. Zoé, elle, l'attend avec un dessin. « C'est quoi ?» demande T, il en posant sa veste. Zoé lui tend la feuille. On y voit 4 silhouettes un peu tordues. 2 grandes, 2 petites. Elles se tiennent la main au milieu d'un parc, avec des arbres et un toboggan. « C'est nous, avec Jules et maîtresse », explique-t-elle. « C'est notre famille parc. » Hugo sent un pincement violent dans sa poitrine. « C'est joli », réussit-il à dire. « Très joli. Tu crois qu'un jour on pourra faire un pique-nique tous ensemble ?» Il hésite. Camille et lui ont passé quelques soirées à boire des cafés après l'école, parfois même un verre de vin sur une terrasse, quand les enfants étaient chez des amis. Rien de défini, rien de très clair. Ce qu'ils construisent est fragile, en devenir. Peut être, répond-il. On verra. Zoé plisse les yeux.
Elle a hérité de la capacité de sa mère à sentir quand les adultes ne disent pas tout. « Je n'aime pas quand tu dis « on verra », lâche-t-elle. Ça veut dire « je ne sais pas » ou « je ne veux pas ». Il reste bouche bée. Ça veut dire que c'est compliqué. « Pourquoi c'est toujours compliqué ?» demande TL. « Le parc, ce n'est pas compliqué. La maîtresse, ce n'est pas compliqué. Jules, ce n'est pas compliqué. C'est toi qui es compliqué. » La phrase le frappe en plein plexus. Il ne sait pas quoi répondre. Il se réfugie dans la cuisine, sous prétexte de préparer le dîner. Ce soir-là, il ouvre son ordinateur, après avoir couché Zoé. Les slides, les projections, les courbes de croissance défilent. Et, comme un contrepoint obstiné, l'image du dessin de Zoé lui revient en boucle. De son côté, Camille traverse aussi une période de turbulence. L'école est en pleine réorganisation. On parle de regrouper des classes, de lui confier un double niveau CP-C1. Les réunions s'enchaînent, les tensions aussi. Un matin, la directrice lui glisse, presque comme un reproche. « Vous êtes très investi dans vos élèves, Camille. Peu, être un peu trop parfois. Il faut garder une distance professionnelle. » Elle encaisse, serre les dents. Oui, elle est investie. Oui, elle se soucie de ses élèves comme s'ils étaient un peu les siens, parce qu'elle sait ce que c'est. Un enfant qui n'a pas assez de regard posé sur lui, c'est peu, être aussi pour ça, qu'elle s'est progressivement rapprochée de Zoé comme d'une petite extension de sa propre maison. Les dessins, les confidences, les petits mots dans le cahier de liaison, tout la touche plus qu'elle ne veut bien l'admettre. Et elle a du mal à savoir où placer la limite entre la maîtresse et la femme qui commence à attendre, sans se l'avouer, le moment où elle croise Hugo au portail. Un soir, justement, Hugo est en retard. Très en retard. La cour s'est vidée. Jules et Zoé jouent encore au foot avec un ballon dégonflé. Camille regarde sa montre. Les parents de Jules sont toujours à l'heure, forcément, c'est elle. Mais ceux des autres. Finalement, la silhouette de Hugo apparaît au bout de la rue. Il marche vite, téléphone à la main, l'air tendu. Désolé, souffle-t-il en arrivant, complètement essoufflé. Une réunion qui a dérapé. Camille sent une irritation monter en elle, qu'elle prend soin de masquer. « Ça va, Zoé était avec nous, » dit-elle. « Mais ce n'est pas la première fois que vous êtes en retard. » Elle ne voulait pas que ça sorte comme un reproche, mais c'est le cas. Hugo se raidit. Il est fatigué, nerveux, obsédé par la décision qu'il doit prendre. Il entend dans la voix de Camille une critique supplémentaire, après celle des investisseurs, des journaux, de sa propre conscience. « Je sais », répond-il un peu sèchement, « mais je fais ce que je peux. »« On fait tous ce qu'on peut », rétorque-t-elle. La différence, c'est que certains choisissent où ils mettent leurs priorités. La phrase le pique au vif. « Tu crois que ce n'est qu'une question de choix ?» réagit-il. « Je porte une entreprise sur les épaules, des dizaines de salariés, des familles qui comptent sur moi. Ce n'est pas aussi simple que de décider d'annuler une réunion. » Il se rend compte trop tard de l'allusion maladroite à son métier et à elle. Les yeux de Camille se durcissent. « Tu crois vraiment que mon travail est simple ? Que je passe mes journées à colorier et chanter des comptines ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, » se défend-il. « Ce n'est pas ce que tu as dit, mais c'est ce que tu as laissé entendre, » réplique-t-elle. Le silence tombe, lourd. Les enfants les observent à distance, sentant bien que quelque chose cloche. Hugo soupire, passe une main sur son visage. « Je suis désolé, je suis juste au bord. J'ai cette proposition de rachat, ils veulent que je parte à Paris. C'est beaucoup. » Il n'avait pas prévu de lui dire ça. Les mots lui échappent. Camille le fixe, comme si le sol venait de se dérober. « Tu vas partir ?»« Je ne sais pas encore. » Elle se tait un moment. On entend seulement les cris lointains d'autres enfants au parc, derrière l'école. « Et Zoé ?» demande-t-elle. « Elle me suivrait, je suppose. Ou on trouverait un arrangement. » Les scénarios se mélangent dans sa tête, sans qu'il ait pris le temps de vraiment les regarder en face. « Et Jules ? Et moi ?» lance Camille avant même d'y réfléchir. Elle regrette aussitôt la question.
Elle n'a pas le droit de demander ça. Ils ne sont pas ensemble, officiellement. Hugo la regarde, abasourdi. Camille, on n'est pas... Oui, je sais, on n'est pas en couple. Tu n'as jamais dit que tu voulais l'être, le coupe-t-elle, blessée. Mais ça ne t'a pas empêché de te comporter comme si tu voulais faire partie de notre vie. Je tiens à toi, et à Jules. Beaucoup, dit-il. Mais je ne sais pas si je suis prêt à... À quoi? À aimer de nouveau. Elle prononce cette phrase doucement, sans accusation. Mais pour lui, c'est comme si elle venait de mettre le doigt sur sa plus grande peur. J'ai déjà perdu une famille, Camille. Je ne peux pas me permettre de tout recommencer, pour que ça explose encore. Alors qu'est-ce que tu fais? Demande-t-elle, la voix tremblante. Tu fais semblant, jusqu'à ce que Paris soit suffisamment proche pour que tu puisses dire que c'est de sa faute à lui? Hugo ouvre la bouche, la referme. Il n'a pas de réponse. Camille inspire profondément, tente de garder le contrôle. Je crois qu'il vaut mieux qu'on prenne un peu de distance, dit-elle, pour les enfants et pour moi. Le mot « distance » lui donne presque la nausée, mais elle le prononce quand même. Camille. Non, Hugo. Je ne veux pas que Jules s'attache plus à quelqu'un qui va être disparaître. Une fois, ça suffit. Elle appelle Jules. Il arrive, confus. Elle lui sourit tant bien que mal. On rentre, mon cœur. Zoé regarde son père, puis Camille, puis Jules. Pourquoi tu es fâchée, maîtresse? Camille s'accroupit pour être à sa hauteur. Je ne suis pas fâché contre toi, Zoé. Jamais. Elle lui caresse doucement la joue, puis se redresse, incapable de soutenir plus longtemps le regard de Hugo. Ils s'éloignent, tous les deux, Jules à ses côtés. Hugo les regarde partir avec la sensation étrange qu'on vient de lui arracher quelque chose qu'il n'avait même pas officiellement. Ce soir-là, il ouvre le dossier de rachat sur son ordinateur. Les chiffres, d'ordinaire excitants, lui paraissent soudain vides, creux. Il pense à Paris, à Londres, au métro, au bureau vitré. Il pense au jardin public, à la balançoire, au dessin de Zoé, au banc où Camille et lui ont ri de ses maladresses. Il se dit que, quoi qu'il choisisse, quelqu'un souffrira. Et il ne sait plus comment être l'homme qui ne fait jamais d'erreur. La crise atteint son sommet quelques jours plus tard. L'école organise une sortie au jardin public, justement, pour travailler sur le thème de la nature. Camille a hésité, mais elle ne pouvait pas annuler ça. Les enfants adorent. Zoé a insisté tout le matin. « Tu viens, toi aussi, papa ?»« Je dois travailler, » a répondu Hugo. « Mais je passerai peu, être 5 minutes, si je peux. » Elle a baissé les yeux. Déjà habituée à ces « peut-être », la sortie se passe bien. Les enfants observent les arbres, dessinent des feuilles, notent les oiseaux qu'ils entendent. Camille se sent étrangement fragile, mais elle tient bon. Vers 11 heures, tout bascule. Zoé, qui court avec les autres près du petit pont, s'arrête brusquement, une main sur la poitrine. Elle se met à tousser, à respirer difficilement. « Maîtresse, j'ai mal. » Camille accourt. Elle connaît les antécédents. Zoé a un terrain asthmatique léger, mentionné dans son dossier, géré en général par un spray. Mais aujourd'hui, la crise semble plus forte. Respire doucement, Zoé. Tu as ton inhalateur. La petite secoue la tête, paniquée. C'est dans mon sac. À l'école. Camille sent le stress monter, mais elle garde une voix calme. Elle appelle l'ATSEM, fait asseoir les autres enfants, sort son téléphone. Hugo. Elle compose son numéro. Messagerie. Pas de réponse. Elle essaye une deuxième fois. Rien. Sa gorge se serre. Elle appelle le 15, met Zoé en position assise, la parle sans arrêt pour l'ancrer. « Tu es avec moi, Zoé. On va t'aider, d'accord? Regarde-moi. » On priait. On priait, on priait. Les minutes semblent durer une éternité. L'ambulance arrive enfin. Zoé est consciente, mais épuisée. « On l'emmène pour la surveiller, » dit le pompier. « Vous venez avec elle ?»« Bien sûr, » répond Camille sans hésiter. « Je suis son enseignante. »
Elle organise en un clin d'œil la suite pour le reste de la classe avec l'ATSEM et la directrice venue en renfort. Puis elle monte dans l'ambulance avec Zoé, son téléphone toujours dans la main. Ce n'est qu'une fois à l'hôpital, après que les médecins ont mis Zoé sous aérosol et que sa respiration s'est stabilisée, que Hugo rappelle enfin « Camille, j'ai vu vos appels, qu'est-ce qui se passe ?» Elle ferme les yeux, soulagée et furieuse à la fois. « Zoé a fait une crise d'asthme au parc. On est à Pellegrin. Ce serait bien que tu viennes. » Il entend le ton, sans chaleur. Son sang se glace. « J'arrive, » dit-il. Cette fois, il ne regarde pas son agenda. Il ne demande pas la permission. Il saisit sa veste, sort de la salle de réunion, sous les regards ahuris des investisseurs. « On n'a pas terminé, » proteste l'un d'eux. « Mon épouse, » lâche-t-il puis se corrige. « Ma fille est à l'hôpital. Le reste attendra. » Il ne se rend compte que dans l'ascenseur de son lapsus. À l'hôpital, il trouve Camille assise sur une chaise en plastique, Zoé endormie sur un lit, relié à quelques machines simples. Son visage est un peu pâle, mais elle respire calmement. Camille se lève à son approche. « Elle va bien », le rassure-t-elle tout de suite. La crise était un peu plus forte que d'habitude, mais plus de peur que de mal. Hugo aurait envie de s'effondrer de soulagement. Mais d'abord, la culpabilité l'écrase. « Je suis désolé, » dit-il. « Je n'ai pas entendu les appels. J'étais en réunion. »« Je sais, » répond-elle. « Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude. » Il sursaute. Ce n'est pas juste. Elle le fixe, fatiguée. « Hugo, si je n'avais pas été là, si l'ATSEM n'avait pas réagi vite, si... il aurait pu arriver autre chose. Tu le sais, n'est-ce pas ? » « Oui, » murmure-t-il. « Tu ne peux pas compter sur la chance à chaque fois, ni sur les autres pour rattraper tes absences. Pas avec elle. Les mots ne sont pas des attaques, ce sont des constats. » Il baisse la tête. « Je pensais passer 5 minutes au parc, » dit-il. « Juste, entre 2 réunions. »« C'est ça, le problème, » répond Camille. « Tu essayes d'insérer ta fille dans les interstices de ta vie au lieu de la mettre dedans en premier. » Il se laisse tomber sur la chaise voisine. Il se sent soudain très fatigué. « Je ne sais pas comment faire autrement, » avoue-t-il. « Toute ma vie est construite autour de Green Nest. Alors il est peu, être temps de reconstruire quelque chose, » dit-elle doucement. « Pour toi, pour elle. » Il la regarde. Il voit les cernes, l'anxiété qu'elle cache, la manière dont elle a tenu Zoé pendant qu'il n'était pas là. « Je t'ai demandé de prendre de la distance, » continue Camille. « C'était vrai. J'avais besoin de protéger Jules et moi, mais je ne veux pas que tu restes seul à te débattre avec ses choix. » Elle inspire profondément. « Ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu arriver en courant à l'hôpital, ce n'était pas juste de la colère, c'était de la peur, parce que je tiens à toi, et je tiens à elle, et à l'idée de ce qu'on pourrait être tous ensemble. » Hugo reste muet, surpris par cette confession. « Mais je refuse d'être un supplément d'âme entre 2 levées de fonds, tu comprends ?» ajoute-t-elle, la voix tremblante. « Je refuse que Jules te voie comme un adulte de plus qui disparaît dès que ça devient compliqué. » Il ferme les yeux. « J'ai peur, » lâche-t-il. « Peur de perdre encore. Peur de faire souffrir Zoé. Peur de construire quelque chose avec toi et de tout gâcher. »« La peur, je connais, » répond Camille. « Peur de manquer d'argent, peur de tomber malade, peur de ne pas être une bonne mère. Mais je ne veux pas que ce soit elle qui décide de ma vie. » Elle le regarde, droit dans les yeux. « Tu dois décider ce qui compte vraiment. Pas dans un discours pour les investisseurs, pas dans un mail. Pour toi, là, maintenant. » Il sent que c'est un moment charnière. Il peut se retrancher derrière les chiffres, derrière la responsabilité, derrière la fuite. Ou il peut, pour une fois, accepter de tout regarder en face. « Je vais refuser l'offre telle qu'elle est, » murmure-t-il. Camille fronce les sourcils. « Tu es sûr ? Ils veulent que je parte à Paris, que je m'engage à être partout sauf ici. Je peux négocier une autre configuration, une croissance plus lente,
plus raisonnable, ou chercher d'autres partenaires. Mais je ne veux plus que succès rime avec absent. Il regarde Zoé, qui remue légèrement dans son sommeil. « J'ai failli la perdre aujourd'hui, » dit-il, la voix cassée. « C'est peu, être ridicule, parce qu'au final, elle va bien. Mais j'ai compris que je ne supporte même pas l'idée de la laisser seule au mauvais moment. »« Ce n'est pas ridicule, » répond Camille. « C'est être père. » Un silence se pose, moins lourd que les précédents. « Et pour nous ?» demande-t-il timidement. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Elle sourit, triste et tendre à la fois. « Je ne veux pas une déclaration en larmes dans une chambre d'hôpital, dit-elle. Je veux des choses simples, des gestes répétés, de la cohérence. » Elle s'approche, pose une main légère sur son bras. « On peut recommencer. Lentement, clairement. Tu peux nous inviter, Jules et moi, à ce fameux pique-nique au parc dont Zoé parle tout le temps. Tu peux être là quand tu dis que tu seras là. Tu peux te tromper parfois, mais le reconnaître. Et on verra. Ensemble. » Il se surprend à sourire. « Tu crois que je peux apprendre ?» Bian Conté. « Allô, tu sais apprendre à un immeuble à consommer moins d'énergie. Tu pourrais apprendre à ta vie à consommer moins de toi, non ?» Plaisante-t-elle. Il rit. Et ce rire, même à voix basse, fait du bien à entendre. Les semaines qui suivent ne sont pas parfaites. Personne ne change du tout au tout en un jour. Mais quelque chose s'aligne, doucement. Hugo retourne au bureau avec une décision claire. Il ne partira pas à Paris. Il propose aux investisseurs une alternative. Un développement plus lent, un bureau parisien dirigé par un autre, lui restant à Bordeaux. Certains partenaires se retirent, déçus. D'autres acceptent, séduits par l'idée d'une croissance durable, ironique, pour une entreprise qui s'appelle Green Nest. Il met aussi en place des règles absurdes en apparence, mais essentielles pour lui. Pas de réunion après 10 à 8 heures 2 soirs par semaine. Un mercredi par mois entièrement dédié à Zoé. Le téléphone éteint pendant les sorties au parc. Ses associés le regardent d'abord avec suspicion, puis commencent à le respecter autrement. Certains employés viennent le voir, soulagés de voir qu'on peut être ambitieux sans être sacrifié. Zoé, elle, teste cette nouvelle version de son père. « Tu viens vraiment à ma kermesse ?» « Oui. Même s'il pleut ?»« Même s'il pleut. » Et il vient. Il tient le stand de pêche à la ligne, se retrouve aspergé par un seau renversé, rit jusqu'à en avoir mal au ventre. Zoé le regarde comme si c'était un super-héros. Avec Camille, les choses se reconstruisent pas à pas. Un dimanche de printemps, ils se retrouvent tous au jardin public. Cette fois, ce n'est pas le hasard. Hugo a envoyé un message. « Pique-nique samedi, avec Jules et Zoé. Pas de téléphone, promis. » Camille a mis du temps à répondre. Puis, « D'accord. » On apporte la salade de pâtes. Ils s'installent sur une couverture à l'ombre d'un grand arbre. Jules et Zoé courent déjà vers l'aire de jeu, plus grand, plus sûr d'eux. « Tu te rends compte qu'il y a 1 an, on s'est rencontrés là, bas ?» dit Camille en montrant le toboggan. « Je me souviens du cri de Zoé, » répond Hugo, « et de ton calme. »« Je n'étais pas si calme à l'intérieur, » avoue-t-elle. Ils mangent, parlent de l'école, de Green Nest, des projets de vacances. À un moment, Jules revient, une main pleine de marguerites chiffonnées. « Pour toi, » dit-il en tendant les fleurs à sa mère. Puis, après une hésitation, il en tend une à Hugo. « Et pour toi aussi, parce que tu as aidé pour les devoirs de maths. » Le cœur de Hugo se serre. Il prend la marguerite comme si c'était un trésor. « Merci, Jules, je la mettrai dans un livre important. » Camille observe la scène, émue. « Tu vois ?» lui murmure-t-elle plus tard, alors que les enfants sont repartis jouer. « Il ne te voit pas comme quelqu'un qui va partir. Il te voit comme quelqu'un qui est là. »« Je veux être ça, » répond Hugo. « Pour lui, pour Zoé. Pour toi ?» Il se tourne vers elle. « Je ne sais toujours pas faire les choses parfaitement, tu sais. Je me plante encore. J'ai failli répondre à un mail tout à l'heure quand tu allais chercher l'eau. » Elle lève un sourcil. « Et qu'est-ce qui t'en a empêché ? » « L'idée que tu me verrais, » avoue-t-il,
et que tu serais déçu. Elle rit doucement. Tu ne peux pas vivre seulement pour ce que les autres attendent de toi, Hugo. Même moi. Elle prend une inspiration. Mais tu peux vivre en accord avec ce que toi, tu as décidé d'être. Et si ce toi inclut un peu de nous, je ne suis pas contre. Il la regarde, songeur. Je crois que j'ai passé des années à tout miser sur mon travail, parce qu'au moins là, je savais comment gagner, dit-il. Avec toi, avec Zoé, avec Jules, il y a toujours une part d'inconnu, et ça me terrifiait. Et maintenant, l'idée de ne pas essayer me terrifie encore plus, répond-il. Elle sourit, et dans ce sourire, il y a tout ce qu'il n'osait plus espérer. De la tendresse, de la lucidité, et cette permission silencieuse de se tromper parfois. Les enfants reviennent, transpirant, leur demandent de les accompagner jusqu'au lac pour voir les canards. Ils se lèvent. Les petites mains se glissent naturellement dans celles des grands. Au bord du lac, Jules propose. « On fait des bateaux en papier ? C'est ton truc, les bateaux en papier, taquine Camille. » Hugo sort quelques feuilles d'un carnet, plie avec application sous les instructions sérieuses de Jules. Sur chaque bateau, ils écrivent un mot. Zoé choisit « famille ». Jules écrit « équipe ». Camille, après une hésitation, écrit « confiance ». Hugo, lui, écrit « seconde chance ». Il pose les petits bateaux sur l'eau. Le vent les pousse doucement vers le centre du lac, où ils se rassemblent. « Regarde !» chuchote Zoé. Ils restent ensemble. Hugo regarde leurs silhouettes se refléter dans l'eau, 4 ombres un peu floues, mais soudées. Il pense à la première fois où il est venu ici, en se jurant de ne pas laisser sa vie déborder par autre chose que le travail. Il ne voulait pas être ce père qui s'oublie, il ne voulait pas être cet homme qui aime et perd. Il avait choisi la sécurité froide des réunions et des tableaux Excel. Et pourtant, c'est ici, sur ce même banc, dans ce même parc, qu'une femme avec un thermos de café et un garçon aux cheveux en bataille a fait dérailler tous ses plans. Une simple chute sur un toboggan, un appel manqué, une crise d'asthme. Et, au milieu de tout ça, des regards qui se cherchent, des mains qui se tendent, des décisions difficiles prises pour de vrai. Une rencontre au parc qui a bouleversé 2 vies et, avec le temps, peut être 4. En quittant le parc ce jour-là, Hugo prend une décision silencieuse qui n'a pas besoin d'être écrite dans un contrat ni prononcée en grandes phrases. Il choisira, à chaque fois que ce sera possible, d'être là, pour sa fille, pour ce début de famille étrange et magnifique qui se dessine, pour lui-même. Camille, de son côté, se surprend à ne pas avoir peur de demain. Oui, tout peut encore changer. Oui, rien n'est gravé dans la pierre. Mais elle sent, au creux de sa main, la chaleur de celle de Hugo et, devant eux, les rires de Jules et Zoé qui courent vers la sortie. Elle se dit que la vie n'a pas toujours besoin d'être sûre pour être belle. Parfois, il suffit d'un parc, d'un banc et d'un peu de courage pour ouvrir la porte à l'amour. Et, dans ce jardin public au cœur de Bordeaux, parmi les enfants qui crient et les parents qui surveillent, une histoire discrète continue de se construire, jour après jour. Une histoire qui ne gomme pas les blessures, mais qui apprend patiemment à les entourer de présence, de tendresse et de seconde chance.